Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Aujourd'hui, c'est une fois de plus grâce à Jonas, qui nous avait fait visiter il n'y a pas longtemps une centrale solaire, que je vais aborder un thème encore trop discret dans l'actualité, les véhicules utilitaires électriques. Merci à lui. Il va nous faire découvrir son nouveau Fiat e-Scudo qui vient de rejoindre le parc de véhicules de la famille. Voyons comment Stellantis a géré ce passage à l'électrique et la vie de son propriétaire. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Si la voiture particulière est aujourd'hui en pleine mutation vers la propulsion électrique, le secteur utilitaire est un peu à la traîne. C'est d'autant plus étonnant que les utilitaires légers n'ont jamais totalement basculé vers le thermique, en raison d'applications qui convenaient parfaitement à l'électrique. Et pas seulement pour les voiturettes de golf ou les chariots élévateurs. Au Royaume-Uni, la tradition de livraison du lait à chaque porte tôt le matin demandait un véhicule particulièrement silencieux. Et il en était de même pour les véhicules de livraison du pain des grands hôtels, par exemple, dans les grandes villes. Ainsi, en 1967, il y avait plus de véhicules électriques à batterie au Royaume-Uni que dans tout le reste du monde. De façon logique, à la fin des années 90 et au début des années 2000, les constructeurs français Renault et PSA, en collaboration avec EDF, ont commencé à explorer les possibilités d'utilitaires électriques, comme le Kangoo, le Partner ou le Berlingo. Ce n'est qu'avec l'avènement des batteries lithium-ion que de plus grands utilitaires ont pu être envisagés, dont le e-Scudo dont nous allons parler maintenant. Pour qui connaît la gamme utilitaire de Stellantis, le Fiat Scudo n'est pas une surprise. Il est en effet identique au Citroën Jumpy, au Peugeot Expert, mais aussi, et on le sait moins, au Toyota ProAce et depuis peu à l'Opel Vivaro. Tous ces véhicules sont techniquement et esthétiquement identiques. Seul le logo permet de les différencier. Et il en est de même pour la version électrique de ce Fiat. Sans logo, seule l'absence de pot d'échappement mettra la puce à l'oreille à un observateur averti. Même la prise de recharge est cachée sous la même trappe que l'orifice du réservoir de carburant des versions thermiques. Et niveau similarité, la comparaison va encore beaucoup plus loin. Qu'il soit thermique ou électrique, toute la caisse, le châssis, l'intérieur et l'extérieur sont identiques. Réservoir, ligne de carburant, d'échappement et boîte de vitesse sont remplacés par une batterie et un moteur électrique muni d'un réducteur. Et puis c'est tout. Le moteur synchrone à aimant permanent de 136 chevaux et 260 Nm remplace les moteurs thermiques et entraîne les roues avant. Moteur, onduleur et réducteur prennent place sous le capot tandis que la batterie est installée sous le plancher. Avec deux versions de 50 et 75 kWh, la gamme permet de disposer de 200 à 314 km d'autonomie en utilisation mixte. Il est possible de recharger en courant alternatif jusqu'à 11 kW en triphasé et jusqu'à 100 kW en courant continu grâce au combo CCS. À l'intérieur, seule la planche d'instruments diffère en fonction des versions. Au final, peu de choses changent et visiblement Fiat a fait la même chose pour la brochure de son véhicule. Espérons que les ingénieurs ont été plus méthodiques que le service marketing. On a donc affaire, tout comme la gamme particulière européenne de Stellantis, à un swap d'énergie sans volonté d'optimisation. Dans le cas de cet utilitaire, c'est un peu moins visible puisque tous les constructeurs traditionnels procèdent ainsi et donc ne proposent pas de meilleure alternative, contrairement au marché particulier. Notre e-Scudo du jour a une charge utile de 1 tonne pour un poids à vide de 2 tonnes. C'est 170 kg de charge utile en moins par rapport à la version thermique. Si ces valeurs d'autonomie ou de vitesse de charge peuvent sembler faibles pour une voiture particulière, il en est tout différemment pour un utilitaire. Dans le cadre d'un usage de messagerie ou dans l'artisanat, nombreux sont les professionnels qui peuvent se satisfaire de ces caractéristiques. Toutefois, pour que plus de professionnels puissent se les approprier, il faudrait des véhicules offrant plus d'autonomie et de vitesse de charge, donc conçus sur des plateformes spécifiques. C'est d'ailleurs ce que certains ont commencé à faire. Et on en reparlera bientôt. Pour le moment, toutes les gammes du Scudo et de ses homologues, thermiques ou électriques, sont produites à ce jour en France, à Sevel-Nord. Les moteurs sont produits en petit nombre à Trémery en Lorraine, et un complément de moteur chinois permet de répondre à la demande le temps que l'usine française puisse augmenter sa production. Les batteries sont composées de cellules CATL à chimie nickel-manganèse-cobalt, provenant de Chine également. D'un point de vue coût d'achat, si la version électrique du Scudo est plus onéreuse que la version thermique, les incitations fiscales et le coût d'utilisation rendent le véhicule rentable quasiment au premier kilomètre. Et ça, c'est bien souvent un critère important pour les entreprises. Mais en fait,
Qu'est-ce qu'il vaut vraiment à l'usage, ce e-Scudo? Eh bien, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais à son propriétaire. Salut Jonas! Salut. Ça fait plaisir de te retrouver. Exactement. Et cette fois-ci, on va parler d'un Fiat e-Scudo. Exactement, c'est ça. Un petit utilitaire relativement sympa qui est arrivé dans la famille il y a 48 heures pour finir d'électrifier complètement nos véhicules. Voilà, plus de thermique, c'est fini. T'es déjà à l'électrique depuis un bout de temps puisque... Ouais, moi ça va faire bientôt 5 ans que je roule exclusivement en électrique. Donc ma première ça a été une Model S. Ouais. Voilà. Ensuite une autre Model S, Model 3. Ouais. Taycan. D'accord. Et j'attends avec impatience la dernière Model S qui me fait languir depuis un bon moment et qui tarde à arriver. Ouais. Voilà. Alors pas une plaide, je précise, une longue range. Une longue range. Et voilà, on est raisonnable. Voilà. Maintenant, c'est au tour de madame Exactement. de passer à l'électrique. Exactement. En fait, elle a une petite activité agricole, donc d'élevage de chiens. Elle roule pas beaucoup. Elle avait historiquement un Fiat Fiorino. Voilà. Ensuite, elle a eu un Fiat Doblo. Donc, monter un peu en gamme. Et là, il s'est posé la question, entre guillemets, d'électrifier un petit peu la gamme pour son activité. Le Doblo n'existait pas. Jusqu'au jour où je suis allé chercher celui-ci, c'est-à-dire avant-hier, où le gars m'a montré la brochure en me disant regardez, il vient d'être fait, il arrive. De toute façon, pas de regret puisque le but, en plus de passer à l'électrique, était d'avoir une capacité de chargement un petit peu plus grande aussi. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Le premier critère, c'était l'utile. L'habitabilité, la capacité de chargement, Charger les croquettes, exactement, charger ça, emmener les chiens. Exactement, voilà, on était vraiment sur une utilisation professionnelle pure. Ouais. Alors, elle roule pas beaucoup, elle fait beaucoup de réseaux secondaires, elle fait pas d'autoroute. Ses plus grandes journées, entre guillemets, on va osciller entre 100 et 150 km maximum. On a la chance d'habiter en campagne avec des points de chargement à la maison. Elle en a pas forcément besoin tous les jours. Et en cherchant un petit peu, notre choix c'est porter à un moment donné, voilà, sur un e-partner qui était un petit peu plus petit, sur un e-Jumpy ou sur celui-ci qui était un petit peu mieux placé d'un point de vue tarif et qui est grosso modo le même que l'autre, mais elle avait le logo Fiat, donc elle conservait un petit peu ses repères d'ancienne conductrice de Fiat historiquement. Je voulais avoir ton ressenti par rapport à ce véhicule parce que tu viens de l'avoir et donc avoir réellement tes premières impressions parce que tu as quand même fait 450 km pour le ramener. Exactement. J'ai été agréablement surpris par la voiture. Moi, j'ai quand même plus l'habitude de rouler dans de la berline confortable pour avaler entre guillemets des kilomètres à longueur de route avec le boulot. Là, bon, j'étais un petit peu réticent. Peinture extérieure, format du véhicule, je trouve que déjà ils lui ont fait quand même une belle gueule. L'intérieur, ça reste un utilitaire, c'est du plastique, c'est des choses comme ça, mais c'est quand même plutôt très bien fini. Franchement, je m'attendais pas à un tel niveau de finition. On est très bien assis, c'est très bien insonorisé. Moi, j'ai fait 500 km avec. J'ai eu 2 phases de test. Je savais que j'avais une borne de recharge pas trop loin de l'endroit où je partais. J'ai mis le régulateur de vitesse à 135, j'ai roulé en mode drive à fond, vraiment correctement. J'ai une moyenne entre 28 et 30 kW de conso au 100. Et après, j'ai fait du réseau secondaire, de la petite route, en redescendant considérablement ma moyenne et ma vitesse. Et là, je suis passé à, là, je crois que sur le tableau de bord, on a une moyenne à 22,5, un truc comme ça. Il y a 2 choses qui m'ont étonné en tant que passager, c'est le silence. Ouais. Mais aussi la fermeté des suspensions qu'on retrouve comme étant une des caractéristiques en fait des véhicules électriques. Hein. Le poids, il est quand même là et on le ressent plus comme ça que dans la dynamique du véhicule. En termes d'utilisation, de capacité de batterie, de temps de recharge, de distance à parcourir, ça conviendra forcément pas à tout le monde. C'est sûr, mais c'est une certitude. Mais comme on se disait tout à l'heure, voilà, moi pour mon épouse c'est parfait. Par rapport à des véhicules un petit peu plus premium ou à des véhicules spécialisés dans l'électrique comme Tesla, qui ne font pas
que produire un véhicule électrique, mais tous les besoins qu'on attend à côté. Là, typiquement aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de brider la charge. Vous n'avez pas de cartographie de charge sur le GPS. Donc, entre guillemets, quelqu'un qui prendrait ça comme premier véhicule et qui n'a pas l'habitude de rouler en électrique, en plus de son autonomie qui peut être un peu faible dans certaines situations, vous n'avez pas l'à côté qui vient récupérer entre guillemets cette problématique d'autonomie. Vous pouvez vite vous faire peur. Moi, j'ai eu une borne qui était plus en fonction. Bon, j'ai l'habitude, Ouais, mais il y avait quand même la petite goutte. Exactement. Mais voilà, on est passé de salut Didier, je suis hyper content, il va bien, à quand même 1h30 après. Il y a une borne qui va il y a une borne qui lâche. Bon, je sais pas ce que ça donne, mais finalement. Bon, de toute façon, une chose est certaine, c'est que si vous êtes un fidèle ou une fidèle du choucroute garage, vous aurez pas de problème avec tout ça. Normalement, Donc, non. Voilà. Donc abonnez-vous. C'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est largement suffisant pour s'insérer correctement sur une 4 voies, c'est largement suffisant pour doubler en toute sécurité. Puis je pense que pour des patrons, confier un véhicule pas trop puissant, c'est quand même pas mal. Ouais, ça peut. Les employés, des fois... Alors, c'est un peu l'avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même par rapport les livreurs, aux livreurs, c'est que de toute façon, si on veut avoir un minimum d'utilisation sur la journée, on est quand même obligé de conserver une conduite relativement sage. On est à 100, 110. Ouais, 110. Allez, 110. Hop. Donc gentiment, on a quelques bruits d'air. Mais très sincèrement, pas besoin d'élever la voix ou quoi que ce soit. Ah, en toute franchise, fait beaucoup moins de bruit que ma première Model S. Ah oui, parce que les premières Model S avec les toits ouvrants, c'était terrible. Alors là, attention, c'est une 4 voies qui est toute neuve, la route est très belle. Bon, voilà, moi j'ai eu un Jumpy, les anciennes versions, hein, en thermique. Ça a plein de qualités, c'est une très bonne voiture, on en parlait tout à l'heure, pour plein de choses. En termes de bruit, de confort, on est quand même très loin de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans cette voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve également un agrément qu'on a sur les gros moteurs diesel, c'est-à-dire chargé, pas chargé, une voiture électrique, dans les montées, elle va conserver sa vitesse. Exactement. Donc on ne sera pas à se retrouver à 90 en haut, en troisième à fond, pied à la planche. Sauf justement là en mode éco, qui du coup vient brider la puissance à 50 kW d'utilisation. Ah, je savais pas ça. Dans les descentes, avec le poids et le gabarit du véhicule, on se retrouve à avoir quand même une charge au freinage qui est quand même pas négligeable. Bonne régénération. Exactement. Par contre, uniquement mécanique, entre guillemets, et dû au pilote. J'ai vu ça en le prenant la première fois. C'est très curieux d'ailleurs. En fait, il n'y a aucune complémentarité entre le régulateur de vitesse et la gestion de la régénération, charge et régénération. Et donc, du coup, on se retrouve avec une aide à la conduite classique, mais pas une aide à la conduite qui vient influer de manière positive sur l'autonomie, comme ça peut être sur d'autres voitures. Ouais. J'ai diminué considérablement ma consommation parce que, en tant que humain entre guillemets et habitué à l'éco-conduite et à la voiture électrique, j'ai eu une gestion bien meilleure de la régénération au freinage et de l'utilisation de l'accélération par rapport en mettant l'aide à la conduite. C'est un régulateur d'accélérateur. C'est exactement ça. En conclusion, ce e-Scudo est bien plus agréable que son homologue thermique et s'adapte bien à l'usage qu'en fait l'épouse de Jonas. C'est un bon véhicule dans un tel cas de figure. Mais pourrait-il être encore meilleur ? Eh bien oui, avec une autonomie de 300 km pour 75 kWh, c'est mieux qu'une thermique en termes d'efficacité énergétique, certes, mais on pourrait tout à fait envisager la même autonomie avec des batteries encore plus légères, avec une meilleure efficience. Profiter d'une plateforme existante permet de faire les choses vite, mais pas forcément de la meilleure manière. Gageons que cette génération d'utilitaires représente une transition vers des machines efficientes et moins complexes à construire, afin de réduire les coûts tout en augmentant les performances. Attention toutefois de ne pas trop tarder à prendre le train, monsieur Tavares.
Sinon, vous risquez d'être dans la même situation que sur le marché particulier, avec des voitures chères au rapport prix-prestation complètement dépassé. Rivian a ouvert le bal avec des camionnettes de livraison pour Amazon, mais d'autres arrivent avec des solutions techniques performantes. Certains ont même totalement revu leur manière de produire ces utilitaires. Et ça, on va en parler prochainement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Alors, on a un Fiat et on a la preuve que c'est un véhicule vert. Juste un peu vert. Mais il est vert quand même. Arrête. Oui, je fais du run aussi en e-scooter également le soir. Ça, c'est un mini-mire. C'est un minimum d'effet pour un maximum de bruit.